troisième partie de l'Africa Newsroom. Gracien Rukindjikiza, éditorialiste. Sadio Morel-Kanté, journaliste et analyste politique. Oumar Diop, consultant en finance, m'accompagne depuis le début de cette émission. Et nous parlions donc de l'agriculture au Maroc, qui représente aujourd'hui 20% du PIB, 40% des emplois. Gracien Rukindjikiza ou Oumar Diop, vous voulez intervenir suite justement au propos de Sadio Morel-Kanté. Justement, suite aux disparités qui existent au Maroc, je n'ai jamais dit que tout va bien au Maroc, mais il y a aujourd'hui des actions qui ont été posées par le roi Hassan II et par le président Mohamed VI, qui sont des actions qui sont très importantes, qui aujourd'hui ont permis le développement de l'agriculture, qui est un moteur économique au Maroc. Les disparités régionales existent dans tous les pays au monde, même dans les grandes puissances. Je ne crois pas du tout que l'agriculture à la Sunbelt soit au même niveau que l'agriculture en Californie. Je ne crois pas du tout que néanmoins, les conséquences, je ne crois pas du tout que l'agriculture dans toutes les régions françaises soit au très bon niveau. Je pense que les disparités régionales existent et existeront toujours. Ils existeront au Maroc. On ne va pas se mentir, ils existeront partout. Mais aujourd'hui, il y a une politique qui a été impulsée, c'est une politique qui est vouée à l'exportation, qui permet aujourd'hui aux Marocains d'être autosuffisants et d'exporter. Et ça, je pense que c'est très important de le souligner. Ce qu'on mange tous les jours, c'est qu'on le cultive. Soit on investit beaucoup dans l'agriculture, il y a beaucoup de débats, de discussions, de promesses électorales. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils n'investissent pas. L'Afrique doit davantage développer son agriculture parce que c'est le secteur qui crée beaucoup plus d'emplois. Les secteurs énergétiques, comme vous prenez Total, c'est plus de 10 millions, c'est moins de 10 millions d'emplois en Afrique. Donc c'est des secteurs qui permettent d'augmenter le taux de croissance, mais qui ne participent pas à la création d'emplois. Donc je pense qu'on devrait aujourd'hui développer beaucoup nos agricultures, comme la Chine l'a fait dans les années 72, quand il y a eu des chocs pétroliers. Ça, je pense que c'est très important, qu'il faut le souligner. Le Maroc, c'est un modèle africain qui est reconnu partout. Mais quels sont les obstacles? Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que ce sont les moyens, un manque de moyens? Ou alors tout simplement le fait qu'on sous-estime, que certains États africains sous-estiment ce secteur agricole? C'est-à-dire peut-être Gracien Rukindjikiza. Le secteur agricole est sous-estimé dans plusieurs pays, mais en même temps, si on revient déjà d'abord sur le Maroc, en fait, si on développe une agriculture intensive, une agriculture disons, capitalistique, pour avoir les moyens pour quelques entreprises privées, quelques gens qui ont de l'argent, on va produire beaucoup, c'est bien, on va avoir une grande production qu'on va exporter, et cela n'empêche pas qu'il va y avoir la pauvreté, parce que justement ces entreprises vont employer, vont avoir la main d'œuvre des fois qui n'est pas bien payée. Non, le problème c'est pas la production. Oui, on peut produire pour exporter, mais il faut aussi qu'il y ait une répartition des revenus, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, au Maroc, il y a beaucoup de pauvreté au Maroc, et il y a beaucoup de revenus en même temps. Ça ne sert à rien d'avoir l'argent de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de la sous-traitance, et maintenir les gens dans une certaine pauvreté. Il faut aussi qu'il y ait un certain équilibre. Et aussi, il faut encourager, avec l'argent, des taxes qu'on peut prélever sur l'exportation des produits agricoles, encourager les petits agriculteurs pour qu'ils puissent aussi avancer. Dans plusieurs pays, il y a des pays, ça dépend. Il y a des pays, par exemple, on va se dire, on ne parle pas du Maroc, parce qu'il y a une grande, disons, une répartition entre l'économie primaire, secondaire, et ce n'est pas comme les pays africains où on retrouve 60%, plus de 60% dans l'agriculture. Il y a des pays qui privilégient d'abord l'autosuffisance alimentaire. On va dire, on va faire en sorte que les agriculteurs, les paysans produisent beaucoup plus d'abord pour eux, revendent les surplus sur le marché intérieur, et aussi qu'ils puissent exporter. Mais vraiment, ne pas se dire, je me tourne vers l'exportation. L'exportation, par exemple, on peut en parler. Il y a des pays qui produisent le café, qui ne consomment même pas le café, juste pour l'exportation. Je peux citer le Burundi. Oui. Tout le café est destiné à l'exportation. Et les Burundais ne consomment pas le café. On dit que ce n'est pas bon. C'est pour exporter. À quoi ça sert de produire quelque chose qu'on ne peut pas consommer? Sadio Morel-Kanté. Oui. Alors, j'ai vu une autre forme d'agriculture mise en place au Mali grâce à la volonté du premier gouvernement qui a consisté à doter tout le monde d'un lopin. C'est rentré dans les mœurs des Maliens. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, ce n'est pas une agriculture d'exportation, au moins, comment on dit là-bas, le salaire et l'avoir sont différents. Les salaires sont minimes, mais chaque 16 heures, chaque fonctionnaire sait qu'il peut aller dans son champ, avoir au moins de quoi
Donc une agriculture vivrière. Vivrière, donc un complément, ça lui sert de complément de salaire, ce qui n'est pas mal en soi. On a ailleurs des pays qui sont naturellement dotés. Hein. Je pense au Congo-Brazza où parler d'agriculture, ce pays n'exporte rien. Le Cameroun exporte, la RDC, tant bien que mal, quels que soient les problèmes qu'ils ont là-bas, exporte toujours vers le Congo. Donc le Congo-Brazza n'a pas d'agriculture du tout. Quoique le roi Hassan II a soutenu le Congo à hauteur de 4 milliards dans les années 80 pour mettre en place une agriculture, ça a peiné. Les programmes proposé à Sassou n'a servi qu'à lui. C'est-à-dire, il n'y a que le président qui a son champ, qui a son ranch, qui fait du lait, qui fait... Mais il n'a pas fait cet effort de rendre pyramidale son action envers le peuple pour le faire. Heureusement qu'il y a une jeunesse aujourd'hui face au manque de réserve d'argent, face à la chute du prix du baril du pétrole, qui pense à la petite agriculture. Ils ont aujourd'hui 1 ou 2 hectares pour le faire. Peut-être que les efforts qu'on jette l'un mis dans l'autre, on pourra assister à une agriculture privée qui va s'épanouir et pouvoir aller vers l'exportation. Ceci dit, le Maroc donc a beaucoup fait, mais moi je ne sais pas me contenter. Il faut savoir regarder, faire, toujours mieux faire, beaucoup plus faire et tenir en compte les peuples et réduire de plus en plus les poches de pauvreté. Et ça, par l'agriculture et par les soutiens que le Maroc a, par les partenariats qu'il a de par le monde, hein, parce que il y a beaucoup de pays et même l'Union européenne qui sont présentes au Maroc pour soutenir cette agriculture, cette vie pastorale et cette vie florale aussi. C'est-à-dire, même les agrumes, même dans le cadre des agrumes, c'est très divers, hein, la vie agricole au Maroc. Donc, quand vous avez ces soutiens-là, il faut les tendre pour réduire au maximum les poches de pauvreté. Et c'est ça le vrai soutien à peuple. C'est pas faire semblant. Omar Diop. Moi, je pense que tout à l'heure, vous avez demandé les obstacles dans notre agriculture. Je pense que le vrai problème, c'est un manque de souveraineté depuis les années 80. En 1984, le FMI nous a imposé des mesures d'ajustement structurel. La première chose qui a été faite dans ces pays, qu'on a accepté. On nous a imposé. Il n'y a pas les fonctionnaires qui ont... Ça c'est autre chose. On n'impose jamais. Le FMI recommande. Nous prenons ça pour de l'imposition, mais le FMI ne fait que... Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos, ensuite vous pourrez intervenir. Le FMI nous a imposé, je répète et j'insiste sur ce mot, des mesures d'ajustement structurel. L'État sénégalais, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est de désintéresser du secteur agricole. Et tout a été privatisé. Moi, la question que je me pose, un paysan qui n'a même pas de quoi manger, comment est-ce qu'on peut lui demander de payer ses intrants, de payer sa mécanisation, alors que ça, avant les mesures d'ajustement structurel, l'État le faisait. Donc c'est là où découle le problème. Et on dit aux paysans, débrouillez-vous. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'ils comptaient sur le bon Dieu, on espère qu'aujourd'hui il y aura beaucoup de pluie. Et les années où ça ne pleut pas, c'est la catastrophe. Donc le vrai problème, il est là, c'est le désengagement de nos États dans le secteur agricole. Et ça a été imposé par le FMI, parce qu'il fallait faire des efforts sur l'économie, il fallait faire des efforts, il y avait effectivement la dévaluation du franc CFA qui était en vue. Et jusqu'au moment où je vous parle, c'est des secteurs qui n'intéressent personne. Et ça pose problème parce que les paysans sont très pauvres. Et je termine par cela, même quand ils cultivent, vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal, il y a la CNCA, Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, qui prête aux paysans. Mais cette caisse, elle impose aux paysans de rembourser par l'argent. Donc ça veut dire que le paysan, quand il cultive, il doit tout faire avec ses propres moyens pour vendre et rembourser la CNCA. Parce que si tu ne rembourses pas, l'année prochaine, tu n'as pas de crédit. Et le paysan, le kilo qu'il coûte 50 francs ou 100 francs, il est obligé de vendre, souvent même de brader sa récolte pour aller rembourser, pour espérer avoir un crédit l'année prochaine. Moi, je pense que le vrai problème, c'est là, c'est le désengagement de nos États dans le domaine agricole qui pose aujourd'hui problème et nous en payons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème déjà de conception de l'agriculture chez nous. Oui. Pourquoi on ne peut pas parler de mécanisation agricole pour les paysans? Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on veut parler de mécanisation pour quelqu'un avec une machine, avec un tracteur? Il va labourer sa terre en 2 jours. Il n'en a pas besoin. On peut partager, mais en même temps, la mécanisation agricole, c'est une façon de tuer la terre. On n'a pas besoin en Afrique d'avoir des grandes machines. Si on a des grandes machines, il faut mettre les engrais chimiques, il faut mettre
les pesticides. Donc, on va tuer notre terre. On peut faire l'agriculture autrement. Les paysans, ils ont leur façon de faire l'agriculture. Ils ont besoin juste d'un accompagnement. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Ils ont besoin de semences. Et puis, la façon de faire l'agriculture, on n'a pas besoin d'engrais chimiques pour faire l'agriculture. On peut produire plus avec les bons moyens et bien nourrir les gens plutôt que d'avoir des machines qui vont consommer Mais c'est indispensable si on veut produire plus. Alors, ça dépend. Tout dépend. On n'en a pas besoin nécessairement pour nos paysans. On n'a pas besoin. Sinon, on va avoir des machines et on va racheter leurs terres, comme ça se passe dans plusieurs pays. On va les rendre pauvres. En même temps, le pays va produire plus en rendant pauvres les paysans et ils n'auront même plus de terre si on introduit les machines avant d'avoir les moyens, avant qu'il y ait vraiment une façon de penser autrement de l'agriculture. Finalement, une vraie politique qui à la fois d'industrialisation, mais sans appauvrir les paysans. Alors, Sadio Morel-Kanté, vous vouliez intervenir, puis ensuite Oumar Diop. Oumar Diop, je vais vous dire une chose. Le Sénégal a été à un moment premier producteur d'arachide au monde, avant que les États-Unis le supplantent et qu'il devienne deuxième. Alors, quand le FMI demande au Sénégal de quitter ce secteur-là qui était rentable, il n'a pas exigé, il n'a pas imposé. C'est parce qu'il y a eu des cultures parallèles à l'arachide qui se sont mis en place à travers le monde. C'est-à-dire la culture du soja, de colza, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, qui ont fait que l'arachide sénégalais n'était plus rentable. Parce qu'il y avait des produits parallèles qui étaient mis sur le marché. Donc, on a demandé au Sénégal de faire du coton. Il n'a pas pu faire le coton parce que le climat, certainement, ne s'y adapte pas. Et finalement, l'ONCAD, je me rappelle le nom de la société qui s'occupait de l'arachide, c'était l'ONCAD, qui, pour la plupart, utiliser les marabouts qui avaient des employés, qui utilisaient leurs talibés pour faire cette agriculture. Donc les marabouts collaboraient avec l'État et l'un tenait l'autre, surtout en matière électorale par la suite. Il faut savoir faire le distinguo entre ce qui est imposé et ce qui est une proposition quand ça ne va pas. Je n'irai pas jusqu'à accepter. Je ne dis pas qu'il faut faire comme tous les pays, certains pays africains qui acceptent tout et n'importe quoi du FMI. Par exemple, quand la Banque mondiale a demandé au Congo, qui a fait un travail sur la route Pointe-Noire, où il fallait un T7, le FMI a dit, la Banque mondiale a dit qu'un T2 ou T3 était suffisant. On a dû raser toute la route, des milliards jetés à terre pour refaire la route. Parce que la Banque mondiale pensait à la même façon de faire la route qu'en Côte d'Ivoire. Or, le sol congolais et le sol ivoirien n'ont pas les mêmes structures et qui peuvent plus au Congo qu'en Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup d'argent a été. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais il y a des mesures qui ne sont pas des impositions, ce sont des recommandations. Et là, dans ce cas, le Sénégal avait bien suivi. Et en plus, je vais vous dire une chose, le Sénégal n'a pas une vraie agriculture. Hein. La plupart des consommations du Sénégal, à part le poisson qui est naturellement là, viennent d'ailleurs. C'est le Burkina, le Mali qui fournissent, la Côte d'Ivoire qui fournissent le Sénégal la plupart du temps. Donc il ne faut pas faire cette confusion-là de penser que on a empêché au Sénégal de faire un certain type d'agriculture. Et puis, pour revenir au schéma de Gatien, au Mali, aujourd'hui, l'agriculture bio est de mise, surtout pour le coton. Quand on a demandé aux femmes d'avoir des intrants, le fumier naturel, quand on a demandé aux paysans d'avoir le fumier naturel dans la production du coton, les femmes s'y sont mises, alors que le coton était une affaire d'hommes. Et les femmes se gèrent aujourd'hui, s'autogèrent, parce que parallèlement au coton, elles mettent des carottes entre les plants et le gombo et tout ce qui leur permet en plus de vivre. Ça n'empêche pas au Mali d'être au niveau global premier ou deuxième producteur du coton en Afrique au sud du Sahara, parce que l'Égypte a toujours la première place à l'échelle globale africaine. Mais entre le Burkina et le Mali, ça se dispute la première ou la deuxième place, mais avec une agriculture qui est contrôlée. Alors, Oumar Diop, vous voulez intervenir? Alors, je veux rebondir sur cette mécanisation de l'agriculture. Je pense qu'elle est plus qu'importante, elle est obligatoire. Dans les années 70, quand le Sénégal a eu des problèmes de sécheresse, ils ont lancé ce qu'on appelle des PIV, des périmètres irrigués villageois.
Et chaque paysan a au minimum 1 hectare. Et 1 hectare pour le cultiver, si ce n'est pas mécanisé, je me demande comment est-ce qu'il va faire. Ça, c'est très important. Nous devons aujourd'hui conserver nos agricultures pluviales, conserver les agricultures en saison de pluie et également mécaniser notre agriculture et beaucoup financer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients, les paysans, ils sont laissés entre eux, qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. C'est à eux de s'occuper de leur mécanisation, c'est à eux de s'occuper de leurs intrants. C'est ça qui ne va pas. Et ça, c'est très important. Moi, je le répète. Et tout à l'heure, je parlais aujourd'hui des barrages au Mali, au Maroc. De l'eau, il en faut. Aujourd'hui, il y a un barrage qui s'appelle le barrage Manantali, qui drainait énormément de l'eau sur le fleuve Sénégal. Aujourd'hui, ce barrage, il est fermé. Donc, il prive les paysans des agricultures pluviales qu'ils faisaient, il prive les paysans de l'agriculture des berges qu'ils faisaient, il prive les pêcheurs de la pêche qui permettait aux ces populations de là de vivre. Je pense qu'il y a une volonté politique qu'il faut réactiver, énormément investir dans l'agriculture, ouvrir ce barrage pour mettre de l'eau. La mécanisation de l'agriculture, elle est plus qu'importante. Elle est obligatoire si nous voulons développer aujourd'hui notre agriculture. Oui, je pense que vraiment cette mécanisation n'est pas la bienvenue en Afrique à l'état actuel parce qu'il faut tout planifier. Même dans les pays européens, quand on a introduit la mécanisation agricole après la Deuxième Guerre mondiale dans plusieurs pays de l'Europe, on a dû développer l'industrie. C'est-à-dire que les paysans, il y a eu pratiquement, sur 100 paysans, il y a eu pratiquement 20 qui restaient parce qu'il fallait avoir assez de terre. Quand on a un tracteur, combien de hectares on laboure par jour? Plusieurs. Et quand on a des paysans, s'ils ont 5 hectares et qu'on donne des tracteurs, ils vont travailler 2 jours, 3 jours. Les autres jours, ils vont rester sans rien faire. Ils vont utiliser le carburant, tout. Et de cette façon, c'est-à-dire qu'en Afrique, si on fait cela, comme je l'ai dit, il va y avoir des rachats de terres, il va y avoir le chômage, il va y avoir l'exode rural, il va y avoir beaucoup de choses à gérer énormes dans un pays. Il faut qu'on se voie, il ne faut pas qu'on se dise qu'on nous ramène les tracteurs, tout va être réglé. Non, si on nous ramène les tracteurs en Afrique, il va y avoir beaucoup plus de problèmes. Il faut qu'on conçoive tout dans l'ensemble, dans la gestion des ressources humaines et du peuple pour savoir les gens qui vont quitter l'agriculture, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il faut prévoir déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. On ne peut pas tout d'emblée le faire. Il y a un pays qui est en train d'accompagner, c'est le Rwanda, où les gens commencent à quitter l'agriculture sans introduire les tracteurs parce qu'il y a le secteur tertiaire qui se développe, il y a l'industrie aussi qui se développe, mais il y a l'exode qui se fait d'une façon intelligente et ça ne crée pas le chômage, en même temps la masse paysanne. En tous les cas, on a bien compris le positionnement des uns et des autres. Merci beaucoup. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Merci à vous, Sadio Morel-Kanté. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Oumar Diop, je vais y arriver. Merci beaucoup que vous êtes consultant en finance. Et Gratien, merci beaucoup à vous également, Gratien. Merci, Zara. D'Africa 24. Et je profite également pour remercier la coordination de cette émission de l'Africa Newsroom. Un grand merci à Pape Gora Dione, pardonnez-moi, de m'aider donc tous les jours à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bonne soirée. Merci.